Chers élèves, bonjour. Donc cette vidéo est consacrée au cours d'histoire sur la défaite de la France en 1940. Si jamais vous avez lancé cette vidéo, normalement, avant, vous avez dû noter le titre du cours, Grand 2, la France dans la guerre 1939-1945, la problématique, quelles sont les conséquences de la défaite de la France en 1940 face à l'Allemagne, et vous avez dû aussi noter le 2.1, la défaite. Ensuite, normalement, vous avez dû lire les documents 3 et 5, page 105, documents qui traitent des arguments, enfin des discours de Philippe Pétain, 18 juin 1940, et du discours du général de Gaulle, 18 juin 1940. Donc l'un défend l'arrêt des combats, Philippe Pétain, l'autre défend la poursuite de la guerre. C'est ce dont nous allons voir aujourd'hui. D'accord ? Avant de faire la correction de vos questions, des arguments que vous deviez relever dans les deux discours, je vais vous donner quelques points clés de contextualisation, qui sont à noter dans le cahier évidemment. 1940. Donc, en mai 1940, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, le début officiel de la guerre pour la France et pour l'Angleterre. Cela fait suite à la fameuse drôle de guerre. Vous vous rappelez, de septembre à mai 1940, il n'y a aucun combat en Europe de l'Ouest. C'est la période de la drôle de guerre, alors qu'il y a eu au préalable une déclaration de guerre à la suite de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Les combats commencent réellement le 10 mai 1940 avec l'invasion simultanée de la France, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. Du fait d'une stratégie défensive inadaptée, la France est envahie par l'armée allemande. Vous le savez, c'est la fameuse stratégie du Blitzkrieg. Donc je ne reviens pas en détail sur le Blitzkrieg, rappelez-vous, c'est l'utilisation coordonnée de chars et d'avions coordonnés par la radio. C'est une stratégie ultra-offensive, théorisée par De Gaulle, notamment dans son livre Vers l'armée de métier, et mise en pratique pour la première fois par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette stratégie est une totale réussite, et elle amène à une grande détresse au sein de la population civile française, parce qu'il y a cet événement qui est appelé l'exode. Les populations civiles françaises fuient l'avancée de l'armée allemande pour se réfugier dans le sud. Il y a de nombreuses photographies qui le montrent. Vous pouvez en trouver sur internet si jamais vous tapez Exode, vous en avez aussi dans votre manuel. Là, c'est la photo où vous voyez des civils avec des vélos. Vous avez ces populations qui, en fait, partent, abandonnent leur village, leur ville, leur maison. Ils s'en vont avec des sacs, avec des ballots. Donc, évidemment, il y a 3 fois rien. Et ils essayent de rejoindre les zones épargnées par les combats sous contrôle français. Donc vous avez plusieurs dizaines de milliers de Français qui vont être dans cette situation-là, et ça va conduire à d'énormes souffrances. Vraiment, cet épisode de l'Exode est important pour comprendre en fait la genèse de l'armistice voulu par la France et de la stratégie du maréchal Pétain. Alors, cet Exode résume en gros la détresse de la France qui est battue militairement dès la mi-juin. Paris est prise dès la mi-juin et donc le gouvernement déménage à Bordeaux puis à Vichy. Et donc très vite à la mi-juin va se poser une question au sein des élites françaises. Faut-il poursuivre la guerre ou l'arrêter? Et en fait vous allez avoir deux figures qui vont s'opposer déjà dès 1940 sur ce choix. C'est évidemment le maréchal Pétain et le général de Gaulle. Donc là, nous allons corriger le travail que vous aviez à faire concernant les arguments de l'un et de l'autre. Donc le maréchal Pétain, le 18 juin 1940, fait un discours à la radio. Il s'adresse aux Français et en gros, dans ce discours, il annonce qu'il souhaite arrêter les combats. Donc il est à la tête du gouvernement français depuis la veille. En effet, la veille, il y avait le président du Conseil, Paul Reynaud, qui avait démissionné. Le gouvernement s'était installé à Bordeaux. Et donc, Pétain fait un discours où il s'adresse à la radio aux Français. Il explique que l'armée française s'est battue avec brio, avec héroïsme, avec honneur, mais cela dit, la France a été battue par la supériorité technologique, technique, militaire des Allemands. Il exprime aussi sa compassion et sa sollicitude à tous les Français qui sont pris dans le calvaire de l'Exode, donc à tous les réfugiés qui sont sur les routes. Et enfin, il informe les Français qu'il souhaite arrêter les combats et qu'il a ainsi transmis une demande en ce sens aux Allemands.
Pourquoi fait-il ça? Eh bien, le maréchal Pétain fait déjà une évaluation militaire. Pour lui, l'armée française ne peut plus se battre. Il estime, je le cite, que l'ennemi est supérieur en nombre et en armes. Par conséquent, pour lui, c'est absurde de poursuivre le combat sur le plan militaire. Il y a aussi un autre argument qui est très important pour lui, c'est peut-être l'argument le plus important, c'est la détresse du peuple français. Notamment les fameux réfugiés qui sont sur les routes et qui sont en fait les premières victimes de la guerre, alors que ce sont des civils. Ainsi, pour protéger les Français, le maréchal Pétain souhaite un armistice. Il espère que cet armistice, en fait, va abréger les souffrances des Français qui sont déjà extrêmement importantes à cause de la défaite. Le lendemain, le 18 juin 1940, le général de Gaulle va, en quelque sorte, lui répondre. Pour le général de Gaulle, il faut au contraire poursuivre la guerre. Et son argument, sa volonté, s'appuie sur une lecture géopolitique du conflit qui est extrêmement originale. En fait, pour lui, la France n'a pas perdu la guerre. Alors certes, elle a perdu la bataille de France, mais la France ne se résume pas en fait qu'à la métropole. De Gaulle voit deux grands atouts pour la France. Son vaste empire colonial et ses alliés. Alors, son empire colonial, évidemment, il pense à l'Afrique, il pense aux possessions en Indochine, etc., etc. En effet, l'empire colonial français peut fournir des hommes qui pourront se battre, qui d'ailleurs vont se battre, et des ressources immenses. Concernant les alliés, en fait, De Gaulle a été visionnaire. Alors, évidemment, comme allié, il pense d'abord à l'Empire britannique. Ce sont les Britanniques qui l'ont accueilli à Londres, et d'ailleurs, il fait ce discours à la radio britannique, la BBC. Il pense aux Britanniques, car les Britanniques ne comptent pas abdiquer, ils ne comptent pas négocier avec Adolf Hitler. Je rappelle que c'est Winston Churchill qui est à la tête du gouvernement britannique. Et les Anglais sont protégés par le caractère insulaire de leur pays, ce qui rend une invasion extrêmement difficile. Donc pour De Gaulle, il n'y a pas de raison d'abdiquer. Surtout que, et c'est peut-être aussi l'originalité de De Gaulle, de son analyse, il mise déjà sur la participation des États-Unis. Alors pour nous, c'est évident parce qu'on connaît le fin mot de l'histoire, mais en 1940, soit plus d'un an avant l'attaque de Pearl Harbor, eh bien, cette vision-là est extrêmement pertinente et originale et juste, en fait. De Gaulle mise sur le fait que les États-Unis vont rentrer dans le conflit et que même ils vont déjà y participer sur le plan économique. Il cite « utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis ». Enfin, et ça c'est vraiment l'articulation avec le positionnement des Alliés, De Gaulle en fait fait une analyse très juste. Dès le 18 juin, il comprend que la guerre contre l'Allemagne n'est pas une guerre européenne. Il comprend déjà, il voit déjà la portée mondiale du conflit. Et ça en 1940 c'est visionnaire, alors que, je vous le rappelle, l'URSS et les États-Unis ne participent toujours pas au conflit. Certes, le conflit est mondial, avec ce qui se passe au Japon, mais ce qui se passe au Japon et en Asie est totalement indépendant des événements européens. À la limite, la bataille de France s'inscrit d'abord dans un cadre européen. C'est une guerre européenne. Eh bien non, De Gaulle ne fait pas cette analyse, il comprend déjà que le conflit sera mondial. Et, vous le savez, il a eu raison sur ce point. C'est pour cela que De Gaulle estime que la France doit continuer à se battre. Que s'est-il passé ensuite? 4 jours plus tard, le 22 juin 1940, a été signé l'armistice. L'armistice a été signé dans la clairière de Rotonde, donc dans la forêt de Compiègne. Le lieu est symbolique. L'armistice a été signé dans un wagon, dans le wagon qui a en fait servi de cadre à la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Donc, en fait, par ce geste, Hitler souhaite effacer l'humiliation du 11 novembre 1918 et donc de la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'il a souhaité que l'armistice soit dans ce même lieu pour effacer en fait les dommages de la Première Guerre mondiale. L'armistice est extrêmement dur pour les Français. Hitler impose ainsi
une occupation du territoire par l'armée allemande, du territoire français, et le financement par les Français des troupes d'occupation allemandes. Enfin, Hitler souhaite avoir un moyen de pression sur les futures autorités françaises. Ce sont les prisonniers de guerre français. Et vous allez voir que Hitler va s'en servir pour justifier pour inciter le gouvernement français à pratiquer une politique de collaboration. Quelles sont les conséquences politiques en France? Eh bien, elles sont considérables. Et ces conséquences ne sont pas liées à une quelconque pression des Allemands. Ça, c'est très important. Ce sont les Français qui décident de ça eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils décident, les Français? L'Assemblée nationale, plus précisément l'Assemblée nationale française, vote le 10 juillet 1940 une loi constitutionnelle qui supprime le régime de la Troisième République. Cette Assemblée nationale va encore plus loin en supprimant carrément l'esprit républicain des institutions. Pourquoi? Eh bien, parce que l'Assemblée nationale octroie les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Or, ces pleins pouvoirs, il n'y a rien de plus anti-républicain que cela. En effet, dans une république, on ne concentre pas les pouvoirs à une seule personne. Donc là, en fait, on le voit que l'acte fondateur du régime de Vichy, ça veut dire le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, c'est déjà un acte anti-républicain. Or, le régime de Vichy, du début à la fin, va être en opposition avec les valeurs de la République. Cette opposition, elle est née le 10 juillet 1940 avec les pleins pouvoirs octroyés au maréchal Pétain. Évidemment, ça sera prolongé par la suite avec la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie, avec la mise en place de l'antisémitisme d'État, et enfin par l'instauration de l'idéologie officielle du régime, la fameuse Révolution nationale. Voilà, tout cela, on le verra dans le prochain cours, donc c'est pas grave si vous n'avez pas tout noté, tout ce qui concernait le régime de Vichy. Voilà pour le cours d'aujourd'hui, prenez des notes, n'hésitez pas à remettre la vidéo en route pour prendre notre complémentaire. De toute façon, je ferai le point avec vous pour voir si le cours est à jour. Maintenant, je vous demande vraiment de vous concentrer sur vos exposés, c'est ça qui est fondamental. Bon courage!